Je crois qu'on va commencer. Bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, ça va être un webinaire d'information sur la lutte à la renouée du Japon. Puis, avant de commencer, je vais vous dire que le webinaire va être enregistré. Comme vous avez remarqué, vous n'avez pas vos caméras d'ouvertes ni vos micros. C'est vraiment un format webinaire. Donc, on n'a pas l'option, là, malheureusement, d'avoir vos visages et vos commentaires de vive voix. Ça va être enregistré. Puis tout ce qui va être enregistré de ça, ça va être vos commentaires sur le chat. Parce que ça va être la façon qu'on va utiliser de communiquer ensemble. Donc, si vous avez des questions, comme ma collègue vous l'a dit, vous pouvez les inscrire dans le chat. Puis ensuite, elle va me les poser à la toute fin de la présentation. Puis je vais pouvoir y répondre. Puis si vous avez des réponses, d'autres commentaires à émettre suite à ma réponse, vous pouvez les inscrire dans le chat aussi, puis on va communiquer de cette façon-là. Voilà, aujourd'hui, c'est un webinaire sur la lutte à la renouée du Japon. On fait ce webinaire-là dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mon île sans renouée. C'est un projet de sensibilisation et mobilisation à la renouée du Japon qui se passe à l'île d'Orléans. Aujourd'hui, le webinaire, il peut servir à tout le monde qui souhaite en savoir plus sur la renouée du Japon et sa lutte, mais on va parler de quelques petites choses à la fin qui vont s'adresser directement aux citoyens de l'île d'Orléans et aussi là, particulièrement pour les propriétaires terriens, donc propriétaires agricoles ou propriétaires de l'eau forestier. Mais en général, là, le contenu va s'adresser à un peu tout le monde. Il n'y a pas de, il y a pas de différence comment on lutte à la renouée du Japon, peu importe où est-ce qu'on est. Sans plus tarder, on va commencer le webinaire. C'est un projet Mon île sans renouée de l'Association forestière des Deux-Rives, donc un petit acronyme AF2R. Donc, à la F2R, on fait de l'éducation. Éducation, ça va être des activités d'information, sensibilisation, par exemple des activités grand public, des kiosques, mais aussi on a un programme éducatif dans les écoles primaires et secondaires de notre territoire. Notre territoire, c'est Capitale-Nationale et les 5 MRC le long du fleuve dans Chaudière-Appalaches, donc un quand même grand territoire. Et voilà, donc on fait de l'éducation comme ça pour le volet scolaire, puis aussi pour le grand public. On fait aussi des actions en conservation, donc de la conservation volontaire, par exemple, donc la mise en valeur, conservation de milieux naturels. On fait aussi de la restauration de milieux naturels en lien avec les espèces exotiques envahissantes, donc un petit peu en lien avec le projet d'aujourd'hui. Puis, on fait aussi des actions de verdissement, donc plantation d'arbres principalement en milieu communautaire, en milieu urbain et aussi en milieu agricole. C'est nos 3 champs d'action principaux. Pour le projet Mon île sans renouée, on a un mix un petit peu de tout ça parce qu'on a l'aspect sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes qui touche un peu à notre volet éducation, l'aspect conservation de milieux naturels où est-ce qu'on va aller restaurer des milieux affectés par la renouée du Japon, puis l'aspect verdissement parce qu'à la fin du projet, on va aller reverdir les milieux où est-ce qu'on a lutté contre la renouée. Donc, on va tout expliquer ça plus tard, le fonctionnement du projet. Donc, notre équipe de travail, on est à peu près 9 à l'année, 9-10 avec les stagiaires en été. Ça a été un projet très, très collaboratif. Moi, je suis la chargée de projet sur ce projet. Puis j'ai été beaucoup aidée de ma collègue Camille Langlois, par exemple, lors de la réalisation. Et aujourd'hui, on a avec nous Marie-Pierre, qui est notre responsable de communication, qui va m'assister dans le webinaire. Bonjour. Donc, oui, la renouée du Japon, si on se lance dans le vif du sujet. Une plante que peut-être certains d'entre vous connaissent plus ou moins, elle est assez connue en termes de plantes exotiques envahissantes. Pour définir, là, quand je dis espèces exotiques envahissantes ou plantes exotiques envahissantes, on parle de des plantes ou des espèces qui ont été introduites au Québec ou ailleurs. Donc, ce n'est pas leur milieu d'origine. Et dans leur milieu où est-ce qu'ils sont introduites, ils sont particulièrement néfastes pour les autres plantes, pour l'écosystème. Donc, ils ont des caractéristiques qui font en sorte qu'ils vont peut-être trop proliférer au désavantage de d'autres espèces qui sont locales et qui sont plus capables euh, de bien vivre dans l'écosystème à cause de cette introduction-là de plantes. Donc, la renouée du Japon, c'est une plante exotique envahissante qui est très, très connue, qui est très présente sur le territoire québécois. Donc, c'est une des plus présentes ici. C'est une plante herbacée vivace qui forme des haies d'à peu près 2-3 mètres de haut. Il y a beaucoup de gens qui en ont chez eux comme haie parce que c'est une plante qui a été introduite pour l'horticulture. À la base, c'est une plante qui pousse très vite, qui forme des haies denses
et qui est assez jolie, en fait. Donc ça a été une plante de choix pour, les gens qui veulent planter des haies dans leur jardin, quand on savait pas encore que c'était une plante qui était envahissante, parce que souvent quand on la plante dans notre jardin, c'est beau, c'est efficace, tout ça, mais on se rend compte rapidement que ça l'envahit notre jardin. Parfois, ça va se mettre à pousser dans notre gazon, dans nos autres plates-bandes, et cetera, puis c'est très dur à éradiquer. Donc finalement, c'est pas si efficace que ça comme plante ornementale. Mais si elle est bien, si elle reste dans son coin puis qu'elle fait sa haie, ben, c'est une plante qui est assez bonne pour faire, ce type de service-là. Donc, son origine, c'est l'Asie, donc la Chine, le Japon, la Taïwan, puis elle était introduite en Amérique pour l'horticulture, comme je le disais. Elle a d'abord été introduite en Europe, puis ensuite, en Amérique, dans les années, peut-être 1900. Donc ça fait assez longtemps qu'elle est introduite. C'est une plante qui peut pousser un peu partout, donc les types de sols, ça peut être sableux, ça peut être, des sols, même, qui sont, par exemple, du que de l'asphalte, du béton qui sont capables de pousser un peu entre les craques, donc ils sont pas très difficiles. Ils préfèrent par contre les milieux humides, donc ils aiment ça les milieux, par exemple riverains. On va souvent les voir en bordure de rivière, bordure du fleuve. Puis ils aiment particulièrement aussi les milieux ouverts, donc ils tolèrent l'ombre, mais sont un petit peu moins de succès dans les ombres. En milieu forestier, par exemple, on va les voir un peu plus éparses, des tiges un peu moins denses, parce qu'ils sont un petit peu moins capables de pousser dans ces milieux-là. On va les voir aussi souvent en bordure de route, donc ils sont des milieux perturbés, ouverts, donc ça, c'est bon pour la pousse de la renouée également. Au niveau de la reproduction, donc ça se reproduit par rhizome principalement, donc on va le voir sur les prochaines diapositives. Donc les rhizomes de renouée sont assez impressionnantes, puis ils vont aller créer des clones. Donc les racines vont pousser dans le sol et se déplacer dans le sol et ressortir plus loin un nouveau plant. Puis ils vont créer comme ça des haies qui sont très denses et qui ont plusieurs tiges, qui sont en fait des clones du du, en fait, de l'individu mère, de l'individu qui était là en premier. C'est vraiment la source de reproduction principale de la renouée. Sinon, ils peuvent quand même, se reproduire par bouturage. Donc il va y avoir des gens qui vont les déplacer, par inadvertance, par exemple, en ayant des petits bouts sur leurs outils, leurs vêtements, de la machinerie. Puis là, en allant, déposer ces petits morceaux-là ailleurs, il peut y avoir un plant qui pousse. On parle à peu près des tiges de 4 centimètres de renouée qui peuvent aller créer un nouvel individu ailleurs, ou des racines, là, les systèmes racinaires, ça peut être des tout petits morceaux. On parle de 1 à 8 grammes peut-être, là, qui seraient capables d'aller créer un nouvel individu si on l'a déplacé puis on l'a planté ailleurs. Sinon, ben, parfois, c'est voulu, dans le fond, de déplacer la renouée, puis on va voir plus tard que c'est quelque chose qu'on essaie évidemment là, de sensibiliser les gens à ne plus faire, donc de vraiment planter la renouée dans son jardin parce qu'on trouve ça beau puis parce qu'on veut une belle haie. Donc, après ça, ça favorise, le déplacement de la renouée dans les milieux naturels également. Donc on essaie d'éviter ça, mais c'est une façon que la renouée est propagée, beaucoup en ce moment. Sinon, la propagation par graines, donc vraiment là, la fécondation par pollinisation des fleurs de la renouée, puis la dissémination des graines, c'est pas quelque chose qui est très commun. En fait, la renouée du Japon, on n'aurait que des clones femelles sur le continent américain. Donc théoriquement, il y a pas de mâles qui peuvent féconder les plantes de renouée ici. Par contre, il y a d'autres renouées, puis je vais les montrer dans les prochaines diapositives aussi. La renouée de Sakhaline et la renouée de Bohème, qui, elles, ont des individus mâles et sont capables de féconder la renouée du Japon. Dans ces cas-là, ça crée une plante qui est hybride, qu'on appelle la renouée de Bohème. Donc, c'est possible, mais c'est pas la façon la plus commune de disperser, la renouée. Donc, comment la reconnaître? Donc, ça m'est arrivé souvent pendant le projet d'aller chez des gens, puis finalement, c'était pas la bonne plante qu'ils pensaient que la renouée était. On l'appelle souvent le bambou japonais. Donc, parfois, on pense que quelque chose qui ressemble à du bambou, c'est la renouée, mais c'est pas toujours le cas. Mais effectivement, elle ressemble à du bambou. Les feuilles de la renouée, on peut les voir ici là, à gauche, sont de forme triangulaire, à peu près une dizaine de centimètres par une 5 à 10 centimètres aussi de large, donc des assez grosses feuilles. Ils sont vraiment reconnaissables par leur base tronquée, donc une base qui est un peu rectangulaire, donc droite dans le bas, et qui forme un pic en haut, donc ça fait un petit peu comme un triangle. Puis les côtés sont lisses, donc il n'y a pas de petites dents sur le côté de la feuille. Ils sont disposés en forme vraiment alternée, donc il va y avoir une feuille à la fois de chaque côté de la tige.
Et la tige forme un peu un zigzag parfois qui suit là, les différentes feuilles. Sinon, je vous montre à la photo du milieu des pousses de renouée quand ils sont vraiment bébés. Dans ces cas-là, ils sont parfois un peu plus rougeâtres. Donc, adultes, ils sont plus vertes, mais parfois, quand ils sont vraiment bébés, ils sont plus rougeâtres. Puis les tiges, eux, sont un mix, ils sont vraiment rouges et vertes, souvent vertes avec des taches rougeâtres et des cernes rouges où est-ce qu'il y a des branches là, qui partent de la tige. Et c'est vraiment comme du bambou, donc c'est creux à l'intérieur, c'est très ligneux, puis ça se casse facilement comme tige. Sinon, le système racinaire, donc on va le voir plus tard quand on fait la lutte, donc c'est important de pouvoir reconnaître le système racinaire de la renouée, puis aussi pour comprendre son mode de reproduction. Donc, le système racinaire, on dit qu'il est ligneux, c'est un peu comme un arbre, donc c'est une tige qui est assez grosse, qui est assez épaisse. On le voit ici sur la photo, j'ai mon jeune plant de renouée, puis on voit toute la branche qui est attachée au système racinaire du plant. Donc, évidemment, ce plant-là, il a été connecté à un plant mère qui est beaucoup plus fort pour avoir une racine aussi grosse. Puis je vais l'expliquer plus tard, mais c'est une plante qu'on arrache, dans le fond, au travers notre projet de lutte à la renouée du Japon à l'île d'Orléans. Donc, ça fait plusieurs arrachages là, qu'on a fait pour ce plant-là. Donc, le plant était tout petit, mais la racine est vraiment grosse. Donc, la racine qu'on voit, c'est la grosse racine qui est épaisse. Ça peut atteindre à peu près 8 cm d'épaisseur, une racine comme ça de renouée. Puis, ça peut se propager à peu près 2 mètres du plant mère. Donc, la racine peut aller 2 mètres plus loin puis sortir une nouvelle tige du sol. On va reconnaître la racine par le fait qu'elle était comme orangée à l'intérieur. Donc, si on casse cette branche-là qui est une racine, on va voir à l'intérieur, c'est orange. Donc, ça peut nous aider à reconnaître que c'est une racine de renouée. Puis sinon, à cette grosse racine-là qui est plus ligneuse, on va retrouver aussi des petits réseaux de très, très, très petites racines, donc des rhizomes. On les voit un petit peu sur la photo, ça fait comme un peu une mousse. Donc ça, c'est des rhizomes qui sont tout petits, plus comme des cheveux. Puis ça, c'est les petites, petites racines qui vont aller plus chercher les nutriments dans le sol. Donc le gros rhizome va servir à aller propager la renouée et les tout petites racines vont plus servir à aller chercher des nutriments, l'eau, etc. Puis quand on veut lutter contre la renouée, il faut vraiment tout arracher parce que même les petits cheveux peuvent créer des nouveaux individus. Au niveau des fleurs, on va avoir des grappes de fleurs blanches. Elles ne sont pas toujours présentes sur les plants. La floraison va être plus en août-septembre. Puis ça se peut que votre plant ne fasse pas de fleurs une année. Ce n'est pas toujours le cas que les plants font des fleurs. Mais on va souvent les voir plus à la fin de l'été, au début de l'automne. Puis lorsque c'est sur un plant adulte, donc si on voit 2 plants adultes, 2 colonies, donc on appelle colonie en fait un individu de renouée là, qui s'est propagé par clone, puis ça forme des très grosses haies comme ça, denses. Sur la photo à gauche, on a une haie qui est devant chez quelqu'un, donc probablement que cette personne-là l'avait installée pour vraiment cacher son jardin, créer un jardin intime par une haie. Du côté droite, on voit une colonie de renouée qui est plus en milieu naturel, donc qui a vraiment envahi un milieu naturel. On la voit au travers les autres plantes. On la reconnaît à cause des petites fleurs blanches qu'on peut voir sur le plan, sur la photo. Donc, celle-là est en fleurs. La photo de la haie dans un jardin, la renouée n'était pas en fleurs à ce moment-là, mais on voit un petit peu de quoi ça a l'air là, quand c'est de forme adulte. Donc, la renouée, elle va mourir à l'automne. Donc, les tiges vont casser, vont se défaire, puis elle va repousser de 0 à tous les printemps. Donc, les racines dans le sol vont rester, ils vont rester en vie, puis ils vont recréer des nouvelles tiges à tous les printemps, puis à chaque fois un petit peu plus fort parce que le système racinaire reprend de la force. Puis, quand on a un plant comme ça qui est adulte, puis qui est mature, à chaque printemps, les pousses vont pousser à peu près 1 à 8 cm par jour pour atteindre un 2-3 mètres de hauteur à chaque été. Ça va très, très rapidement que la plante elle a repris toute cette forme-là. Donc, c'est assez impressionnant comme croissance. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle est très compétitive pour les autres plantes en milieu naturel. Donc, les plantes semblables, tout à l'heure, je parlais de la renouée de Sakhaline qui pouvait féconder les plants de renouée du Japon. Donc, la renouée de Sakhaline, on va voir ces feuilles ici qui est complètement à droite. Elles ont des formes un peu plus en forme de cœur et c'est des formes qui sont aussi beaucoup plus grosses. Là, on les voit ici, c'est un comparatif en taille réelle des feuilles. Donc, ils ont des très, très grosses feuilles, la renouée de Sakhaline, plus en forme de cœur.
Et la renouée de Bohème, c'est quand une renouée de Sakhaline va féconder la renouée du Japon. Ça va créer un hybride qui est la renouée de Bohème. La renouée de Bohème est capable aussi de féconder la renouée du Japon. Les trois espèces sont envahissantes, sont exotiques. Donc, peu importe laquelle vous avez dans votre jardin, ça vaut la peine de faire la lutte. Puis, il faut essayer aussi de ne pas les propager, les mêmes choses que la renouée du Japon. On parle plus de renouée du Japon parce qu'elle est tout simplement plus commune, plus répandue. Donc, les impacts de la renouée du Japon. Euh, donc, c'est sûr que si vous avez la renouée du Japon dans votre jardin, ça peut être problématique au niveau de votre aménagement paysager et de l'entretien. Mais sinon, si la renouée se déverse dans l'environnement naturel, ça va nuire à la diversité des espèces végétales parce que ça forme des haies qui sont très, très denses, donc très difficiles à pénétrer pour les autres espèces. Puis, avec leurs caractéristiques là, très compétitrices, elles sont capables de prendre d'assaut vraiment facilement d'autres espèces locales. Ensuite de ça, ça peut avoir des impacts sur les habitats fauniques, donc les animaux, les espèces qui ont besoin d'un bel habitat avec certaines plantes, de la diversité, etc. Ils vont être peut-être moins avantagés dans cet nouvel environnement-là avec la renouée du Japon qui est très présente. Euh, la renouée du Japon aussi qui est très forte en milieu riverain, comme je le disais, bordure de fleuves, bordure de rivières. Ça peut favoriser l'érosion des berges parce que, comme je le disais, les tiges de renouée vont mourir à l'automne et repousser seulement au printemps. Donc, tout l'hiver, ces milieux-là qui, qui avaient une plante à l'été, mais là, finalement, il n'y a plus du tout de tiges, il n'y a plus du tout de végétaux pendant tout l'hiver. Ça peut mettre à nu les berges, en fait, et les rendre plus à risque d'érosion. Sinon, mais ça peut bloquer l'accès aussi à la vue des cours d'eau, par exemple. Ça, c'est un désagrément qui est plus lié à nos activités humaines. C'est juste une plante qui peut être un petit peu trop grosse, trop envahissante, puis ça peut prendre d'assaut nos environnements, puis être désagréable. Ça peut aussi bloquer, par exemple, des panneaux de signalisation si elle est en bord de route, créer des petits problèmes comme ça. On dit parfois que la renouée du Japon est capable de percer le béton, puis que c'est problématique pour les infrastructures, donc par exemple les sous-sols de maisons, les fondations, tout ça. C'est pas tout à fait vrai. Elle est capable de percer l'asphalte s'il y a déjà une craque, mais elle va pas nécessairement s'infiltrer dans le béton des maisons. Là, c'est un petit peu une fausse croyance là, qui est propagée pour la renouée. Donc, je vais vous présenter dans les prochaines minutes des moyens que vous avez de lutter contre la renouée, si vous en avez chez vous, sur votre terre, etc. Donc, je vais vous présenter les 4 méthodes de lutte qui sont les plus répandues, qui sont les plus efficaces, qui ont le plus d'informations disponibles pour vous. Donc, premièrement, l'excavation. Donc, c'est la méthode qui est la plus fiable en termes de résultats. Donc, c'est la méthode qui est le plus euh, à risque de vraiment éradiquer complètement la renouée dans un environnement. Par contre, c'est une méthode qui est assez compliquée et qui est coûteuse parce que ça prend de la machinerie. On va vraiment aller excaver tout le sol vraiment en profondeur pour être sûr d'avoir toutes les racines. Des racines de renouée, ça peut être jusqu'à 2-3 mètres profondément dans le sol facilement. Comme je disais, 2 mètres à partir du dernier plant, des dernières tiges. Il y a un périmètre de 2 mètres autour qu'il faut aller arracher aussi pour s'assurer d'avoir toutes les racines. Fait que c'est quand même des gros terrains qu'il faut aller excaver. Fait que ça prend de la machinerie. Puis ensuite, il faut aller disposer de ces sols-là. Dans certains cas, les sols peuvent contenir des contaminants. Ils peuvent ben, nécessairement avoir la renouée du Japon, qui est une espèce envahissante. Donc, on ne peut pas juste aller mettre les déchets n'importe où parce qu'il faut éviter là, qu'il y ait de la contamination puis qu'on ait planté de la renouée ailleurs, en fait. Fait qu'il y a quand même beaucoup de problématiques qui peuvent être, en tout cas, de défis avec cette méthode-là. Fait que comme je disais, les défis, c'est disposer du sol qui est extrait, qui est pas toujours facile. Il faut trouver des endroits, parfois c'est payant. Besoin de la machinerie. Puis parfois, ça peut aussi demander un permis. Je vais en reparler un petit peu plus tard, là, des permis. Dans certains cas, il faut demander des permis à différents ministères pour faire des travaux comme ceux-là. Le fauchage et bâchage, donc je les ai mis ensemble tout simplement parce que le fauchage n'est pas efficace seul. Donc, faucher, on parle vraiment d'aller trancher les tiges au ras du sol. Donc, on ne vient pas creuser, on ne vient pas enlever des racines, on vient vraiment juste faucher les tiges. Il y a des gens qui les fauchent à l'automne, par exemple, mais souvent, la fauche seule peut causer de renforcer le plant. Donc, on va enlever la tige, puis la racine va juste se renforcer, puis créer plus de tiges et plus de tiges fortes l'année suivante. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faucher et ensuite appliquer une bâche. Donc, la bâche va
couper l'alimentation en soleil des plants. Fait qu'évidemment, ça va affaiblir la plante. Fait qu'on peut acheter une bonne bâche. Il y a vraiment différentes options. Donc, le plus solide, le plus résistant, c'est l'idéal parce que les plants de renouée sont capables de percer les bâches. Il faut savoir une bâche qui va couper le soleil le plus possible pour vraiment aller enlever cette source-là d'énergie de la plante. Ça coûte des sous d'acheter une bâche, tout dépendant de la bâche qu'on achète. Une vraiment bonne bâche, un bon géotextile peut être environ 5 $ du mètre carré. Donc, tout dépendant de la surface qu'on a à couvrir, ça peut être plus ou moins raisonnable selon notre projet. Les défis, c'est vraiment l'accessibilité parce que c'est pas toujours possible de mettre une bâche là, où est-ce qu'on a de la renouée, par exemple. En littoral, c'est pas l'idéal de mettre une bâche. Si on a une pente, c'est pas l'idéal. Si on a beaucoup, beaucoup d'arbres ou d'autres plantes autour, ça va être difficile de mettre une bâche. Donc, c'est pas toujours possible. Ensuite de ça, pas parce qu'on met une bâche que la renouée, on n'a rien à faire puis elle est sous contrôle. Il faut gérer vraiment la bâche, il faut gérer les repousses. Il va y en avoir qui vont pousser de chaque côté de la bâche. Il va y en avoir qui vont peut-être percer la bâche. Donc, il faut vraiment prendre soin de la bâche puis faire de l'entretien quand même pendant l'été. Ensuite, ben, c'est évidemment esthétiquement moins plaisant. Donc, si on a ça sur notre terrain, c'est moins agréable. Une bâche, il faut garder ça quand même plusieurs années pour que ce soit efficace. Il n'y a pas de consensus exact, mais on peut parler de 3 à 5 ans au moins là, pour avoir des résultats. Donc, c'est pas toujours très agréable comme technique. Sinon, on a une technique qu'on appelle l'arrachage répété. Donc, ici, on va aller creuser pour éliminer les racines de la renouée, mais sans utiliser de machinerie. On va juste utiliser des pelles, là, des outils plus traditionnels. On va faire ça vraiment manuellement. Fait qu'on va venir creuser dans le sol pour essayer de récolter vraiment le maximum de racines qu'on est capable là, physiquement et selon notre sol, etc. Euh, c'est une méthode qui est assez efficace lorsqu'on le fait vraiment de façon répétée. Donc, pour notre projet, vous allez voir, c'est la méthode qu'on a choisie parce qu'on était en littoral d'ailleurs, on ne pouvait pas mettre de bâche. Fait qu'on est allé faire de l'arrachage répété. On a fait à peu près 5 sessions d'arrachage pendant l'été dernier. Ça va dépendre là, du sol, des conditions. Ça se peut que la renouée repousse plus rapidement, puis il va falloir peut-être plus faire des arrachages aux 2 semaines, selon certains cas. Nous, c'était plus au mois parce qu'on était en sol très sableux. Donc, c'était moins favorable pour la repousse de la renouée. Mais c'est ça, selon notre sol, selon notre situation, on va aller arracher vraiment fréquemment les racines, les nouvelles repousses de la renouée qui vont sortir de terre. Puis à chaque fois, on essaie d'aller chercher les plus gros rhizomes, les gros morceaux de racines qui sont vraiment qui nourrissent la plante, en fait. Plus qu'on les enlève, plus qu'on affaiblit la plante. Puis on va faire ça pendant quand même plusieurs années, idéalement, pour aller être sûr d'avoir affaibli le plant le plus possible. Donc, le coût, c'est pas très cher parce que c'est vraiment plus du temps et de l'énergie qu'on va mettre dans cette technique-là. Donc, ça prend juste un petit peu de matériel de jardinage, des pelles, des pioches. Je suggérais des pioches, des choses comme ça. Les défis, ben, c'est vraiment une méthode qui prend peut-être plus de temps et d'efforts physiques parce que c'est quelque chose qui dure plusieurs années puis qui demande c'est ça, plusieurs sessions pendant l'année d'arrachage, de travail physique. Puis ensuite, il faut gérer les déchets. Je vais vous donner quelques conseils pour ça dans les prochaines diapositives. Ensuite, la dernière méthode de lutte, j'appelle ça la compétition végétale. C'est pas vraiment une méthode qui se fait par elle-même. Donc, c'est toujours ce qu'on va faire après avoir utilisé une autre méthode de lutte. Donc, après avoir enlevé les racines, après avoir enlevé les tiges, après avoir bâché, par exemple, on va aller replanter au lieu où est-ce qu'on avait la renouée pour s'assurer que la renouée repousse pas et qu'à la place, on ait d'autres végétaux qui prennent le dessus sur le milieu. Donc, bon, c'est un coût qui est assez variable. Encore là, tout dépendant de la superficie que vous avez à recouvrir, mais ça va prendre l'achat de végétaux, de terre, etc., là, pour revenir revégétaliser votre milieu. Les défis, ben, c'est quand même de savoir choisir les plants, de créer le plan de végétalisation, mais vous pouvez avoir évidemment l'aide de professionnels pour ça dans un centre paysager, par exemple. On a aussi à la FDR une liste des plans de remplacement possibles pour, euh, pour remplacer la renouée, surtout si vous voulez quelque chose qui est un petit peu similaire, donc recréer une haie, par exemple. On a une liste qui est disponible. Puis ça demande quand même de l'effort physique puis du temps parce qu'après ça, il faut entretenir ces plantes-là, il faut les planter, tout ça.
La renouée du Japon, c'est une plante qui demande peu d'entretien, donc c'est une plante qui est assez autonome, qui est facile d'entretien. Donc peut-être qu'il y a certaines alternatives qui ne seront pas aussi faciles d'entretien si on la remplace. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de notre projet, Mon île sans renouée. Donc, c'est un projet de lutte à la renouée du Japon, mais surtout de sensibilisation et d'éducation du public par rapport à cette lutte-là. Donc, on veut vraiment montrer les résultats, montrer notre lutte qu'on fait, puis les résultats qu'on obtient, etc. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait aujourd'hui dans le webinaire. L'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de protéger les richesses de l'île d'Orléans pour préserver la biodiversité, puis tout en sensibilisant les citoyens, parce que nous, on fait la lutte à 2 sites de démonstration qui sont tous les deux en littoral du fleuve. Puis ensuite de ça, on aimerait ça en faire plus sur l'île d'Orléans pour vraiment aller éliminer le plus possible la renommée du Japon dans ce milieu-là. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, on a fait aussi beaucoup de porte-à-porte à l'île d'Orléans. S'il y a des gens qui viennent de l'île, peut-être que vous avez reçu notre accroche-porte. On est aussi présent à plusieurs événements publics à l'île. On mobilise les gens parce que quand on fait notre arrachage au site de démonstration, on les invite à se joindre à nous. Vous pouvez venir arracher la renouée avec nous puis voir de quoi ça a l'air sur le terrain, voir comment ça avance, etc. Je vais vous montrer plus tard où se trouvent nos sites de démonstration et un peu le plan de match pour l'été. Donc, tout ça, on fait ça pour protéger la biodiversité de l'île d'Orléans, qui a quand même plusieurs espèces qui sont menacées, vulnérables. Donc, j'en ai quelques-unes ici à l'écran. Donc, comme je le disais, la présence de la renouée du Japon peut affecter la biodiversité, que ce soit végétale ou animale. Elle vient vraiment prendre d'assaut les autres plantes, puis détruire des habitats fauniques. Donc, c'est super important là, de faire attention à ne pas la propager en milieu naturel, puis à en faire la lutte chez soi si possible. Donc, pour vous aider un petit peu à lutter si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques bonnes pratiques dans les prochaines diapositives. Donc, évidemment, pour pouvoir éviter la propagation de la renouée puis lutter, il faut la connaître puis il faut savoir c'est quoi ses impacts. Il faut évidemment pas la choisir comme plante ornementale, c'est vraiment la première chose. Il faut arrêter l'achat de renouée du Japon pour planter dans son jardin. Il faut éviter la transplanter. Il y a beaucoup de gens qui la prennent chez des amis, chez de la famille parce que ça se transplante super bien. Mais il faut éviter puis partager le mot aux gens là, que c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et aussi faire attention à ne pas la propager, même de façon indirecte ou pas voulu, en fait, là, parce que c'est vraiment facile avec des petits bouts de tige qui sont pris dans tes vêtements ou dans les outils, tout ça, de propager la renouée. Donc, la machinerie, par exemple, si vous faites des travaux agricoles, des travaux forestiers, des travaux même municipaux. Donc, s'il y a des pelles mécaniques, des outils, tout ça, qui servent à arracher de la renouée, ben après ça, il faut vraiment les nettoyer pour éviter que quand on va creuser un autre trou ailleurs, il y ait un petit bout de branche qui s'imprègne dans le sol et crée une nouvelle colonie. Donc, vraiment faire attention. Quand on fait du plein air aussi, les embarcations, comme je disais, c'est très présent en milieu riverain. Donc, faire attention quand on fait des activités nautiques aussi. C'est une façon que la renouée a beaucoup de se propager. Là, elle va faire tomber des petits bouts de tige dans la rivière puis aller coloniser d'autres milieux plus en aval de la rivière. Sinon, ben, si vous souhaitez faire vraiment la lutte à la renouée chez vous, donc il faut vraiment bien se préparer, donc s'informer, s'outiller. On a notre site web qui va être à la fin de la présentation, qui peut servir de lieu d'information. Il y a plusieurs organismes, plusieurs sources d'informations sur Internet par rapport à ça. Euh, Pas non plus hésiter à aller chercher l'aide de professionnels ou à s'informer auprès de professionnels. Et regardez s'il y a des normes environnementales et des recommandations à respecter. Je parle aussi au point suivant des permis. Par exemple, à l'île d'Orléans, nous, on devait se procurer un permis du ministère de la Culture parce que l'île d'Orléans est assujettie à beaucoup de lois patrimoniales, par exemple. Donc, il fallait aller chercher un permis au niveau du ministère de la Culture, ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique aussi, qui peut être impliqué parfois. Donc, bien s'informer par rapport à ça s'il y a des permis à aller chercher. Améliorer la gestion des déchets. Donc, c'est super important quand on fait la lutte. Comme je le disais, ça se répand tellement facilement. Il faut vraiment s'assurer de bien traiter les déchets de la renouée. Beaucoup de gens la compostent, la jettent dans les fossés, ces choses-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on ne composte pas la renouée parce qu'elle est capable de repousser de très petites tiges, comme je l'expliquais, que ce soit votre compost chez vous ou le compost municipal.
Euh, il y a des gens qui la mettent dans leur feu, qui la font brûler. J'ai des résultats un petit peu ambivalents là-dessus. Il y a des gens qui ça leur repoussé dans le fond de leur pot à feu, donc peut-être éviter de faire ça. Sinon, évidemment, ne pas la jeter dans la nature. Un des sites de lutte où est-ce qu'on fait la lutte, qui est sur la plage à l'île d'Orléans, c'est un site qui a de la renommée parce que les gens, à l'époque, venaient décharger leurs déchets de, d'aménagement paysager sur la plage, puis ça a fait en sorte que la renouée s'est introduite dans ce milieu-là. Donc, on ne jette jamais la renouée dans la nature. On peut l'ensacher et la mettre aux ordures, mais ça dépend de la municipalité dans laquelle vous êtes. Donc, à l'île d'Orléans, c'est correct parce que ça s'en vient à Québec, puis on a un incinérateur qui est assez puissant pour détruire la renouée. Mais il y a des municipalités qui ne vont pas permettre qu'on mette la renouée du Japon dans les ordures. Dans ce temps-là, il faut aller dans les sites d'enfouissement qui sont payants, qui sont à part. Donc, bien s'informer avant de l'acheter aux poubelles. Mais sinon, si c'est permis à la Ville de Québec, par exemple, on peut ensacher ça dans des sacs poubelles puis mettre ça aux ordures. Il faut vraiment juste s'assurer de bien fermer le sac pour pas qu'il y ait des petits bouts qui sortent puis qui se répandent partout. Ensuite, ben, bien important de nettoyer ses outils parce que, comme je disais, les outils, c'est une forme de propagation qui est commune. Donc, que ce soit des pelles mécaniques ou des petits outils de jardinage, vos vêtements, tout ça, juste s'assurer de toujours bien les nettoyer. Puis quand on fait la lutte sur le jardin, par exemple, avec une brouette, tout ça, ben, s'assurer qu'il n'y a pas des petits bouts qui sont tombés sur le chemin. Ensuite, la dernière étape, ça va être de planifier le remplacement. Comme je disais, l'étape de revégétalisation. Donc, après qu'on ait fait la lutte, on va vouloir planter des nouveaux végétaux à cet endroit-là pour éviter que la renouée repousse. Donc, il faut des végétaux qui sont quand même capables de compétitionner contre la renouée, donc qui sont quand même forts, qui vont pousser rapidement, peut-être créer de l'ombre, par exemple. Ça, vous pouvez vous informer là, avec des professionnels pour pouvoir choisir bien les végétaux que vous voulez selon ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une haie comme la renouée faisait ou est-ce que vous voulez autre chose, par exemple? Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. On a une liste, comme je le disais, de plans de remplacement possibles qu'on peut vous partager suite au webinaire ou je pense qu'il se trouve sur notre site web. Donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats de notre lutte qu'on fait à l'île d'Orléans à nos deux sites de démonstration. Donc, notre premier site où est-ce qu'on fait la lutte à la renouée du Japon, c'est au parc maritime de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. C'est un lieu qui est en zone littorale, donc c'est vraiment sur les berges du fleuve. Ici, on voit le 13 juin, donc c'était notre première journée d'arrachage. On avait des très gros plans de renouée présents. On a choisi l'arrachage répété, comme je le disais, parce que c'était en zone littorale, puis mettre une bâche, alors avec les marées, tout ça, c'était pas très commode. Donc, on est allé avec l'arrachage répété. Fait qu'on utilisait des pelles, des piolets, des fauches, des choses comme ça pour aller chercher le plus possible le système racinaire de la renouée dans le sol. On essaie de creuser à peu près à au moins une cinquantaine de centimètres quand on fait l'arrachage. Donc, la première journée qu'on est allé, c'était le 13 juin. On a à peu près travaillé une superficie de 42 mètres carrés à cet endroit-là. Puis, on a terminé en novembre après 5 sessions d'arrachage manuel. La renouée ne repoussait pas très rapidement, surtout à ce site-là, probablement parce que c'était en zone littorale. Donc, aux 5 semaines, c'était suffisant là, pour l'arrachage. À chaque fois qu'on faisait l'arrachage, ça nous prenait à peu près 1 heure de travail. On était à peu près 2 à 4 personnes. Donc, pour une surface de 42 mètres carrés, 1 heure de travail pour une équipe de 4, c'est à peu près ça que ça prend pour faire l'arrachage. C'était pas une colonie qui était très dense, par contre, donc il y avait plus des tiges plus éparses sur le site. Donc, au total de la saison, on a arraché environ 128 kg de renouée, qui ça nous a pris à peu près 11 sacs poubelles pour toute la saison d'arrachage, donc en 5 sessions d'arrachage. Ici, j'ai un petit peu plus de photos de quoi ça avait l'air. Donc, le 5 août, quand on est arrivé, ça faisait 3 sessions d'arrachage qu'on faisait déjà. Puis là, on voit les petites repousses qu'il y avait sur le site. Donc, la première journée, c'est vraiment la plus grosse journée. Donc, on enlève les tiges, ils sont très hautes, ils sont très grosses. Si on se prend plus d'avance au printemps, il y a des chances que ce soit moins pire. Mais ensuite de ça, quand on va faire les arrachages après, pendant la saison, ben là, ça va être les repousses qu'on va gérer. Donc, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins de travail. Donc, on voit ici, là, c'était des tout petits plants qu'on allait arracher pendant l'été. Le 10 octobre, quand on est allé sur le site, on voit un petit peu à la base de l'arbre toute la zone ici qui est en gravelle. C'était là où il y avait les plants de renouée. Puis là, c'est assez propre. Notre deuxième site de démonstration, il était sur la plage derrière l'école primaire de Saint-Laurent de l'île d'Orléans aussi. Donc, les deux sites sont assez proches l'un de l'autre.
Encore là, on était en zone littorale, sur le bord du fleuve, un petit peu un sol de sable, de gravelle. Cette fois-ci, on avait une surface de 32 mètres carrés de colonies à gérer, mais il était beaucoup plus dense. Donc ici, on avait beaucoup plus de renouées pour pour une plus petite surface. Donc, même chose, on est allé de juin à novembre, on a fait 5 sessions d'arrachage. Ça prenait plus de temps parce que justement, les tiges étaient plus denses, il y avait vraiment plus de tiges de renouée au mètre carré. Donc, ça prenait plus 2 à 3 heures de travail pour environ 2 à 4 personnes, encore une fois. Le 13 juin, ça avait l'air de ce qu'on voit sur la photo ici, là, la haie toutes les plantes en fait qu'on voit là, sur l'image, c'était de la renouée. Toute la haie qui est assez haute, c'était le plan. Donc, on l'a arraché une première fois le 13 juin, puis ensuite, on gérait plus les repousses comme on le voyait sur l'autre photo. Cette colonie-là, on a arraché environ 837 kg de renouée. C'était plus 34 sacs au total pour 5 sessions d'arrachage qu'on a enlevé. Donc, il y avait beaucoup plus de déchets, de résidus à cet endroit-là. Donc, ça, c'est quelques photos du terrain. Donc, le 13 juin, encore une fois, la première journée, on voit là, les grosses tiges au sol, il y avait des grosses racines. C'était quand même beaucoup de travail là, la première journée pour l'arrachage. Le 16 septembre, on voit des bénévoles qui sont venus nous aider, qui creusent dans le sol. On voit que le sol est beaucoup plus propre, il y a beaucoup moins de racines qui restent, beaucoup moins de réseaux racinaires en place. On avait quand même beaucoup arraché cette journée-là, mais ça devient de plus en plus éparse et de moins en moins pire, disons, à ce moment-là. Au 10 octobre, quand on est arrivé sur le terrain, on voyait qu'il y avait encore quelques repousses présentes. Donc, les petites tiges rouges et vertes, c'est les repousses de renouée après environ 6 semaines suite à l'arrachage. Donc, le plan pour la prochaine été, donc l'été 2024, donc on va continuer l'arrachage manuel de mai à septembre. Probablement que ça va être aux 4 semaines cette année encore, vu ce qui était l'année passée. On vous invite encore une fois à venir participer à l'arrachage. Donc, on va vous avertir par infolettre ou par nos réseaux sociaux quand on fait des sessions d'arrachage. Donc, tout le monde sont les bienvenus pour venir essayer, nous voir, nous poser des questions, etc. Ensuite de ça, on va continuer nos activités de sensibilisation. Donc, on va faire du porte-à-porte dans d'autres villages de l'île d'Orléans cet été. Puis, on va aussi préparer la revégétalisation des sites parce qu'elle va avoir lieu en septembre. Donc, en septembre, on va faire une dernière session d'arrachage. Puis ensuite, on va venir revégétaliser les sites, donc planter des nouveaux végétaux sur place pour terminer le projet. Ensuite de ça, on prépare une étude d'avant-projet. Donc, on veut créer une deuxième phase de ce projet-là où est-ce qu'on va aller lutter contre la renouée du Japon dans des milieux naturels d'intérêt écologique sur l'île d'Orléans. Donc, c'est là un petit peu que les gens qui vivent à l'île d'Orléans, particulièrement les propriétaires de terres agricoles ou de lots forestiers, peuvent être intéressés par les informations qui vont suivre. Donc, l'étude avant-projet, en fait, c'est ça, c'est qu'on va cibler des milieux naturels d'intérêt écologique qui vont être affectés par la présence de la renouée du Japon sur l'île d'Orléans. Puis, on va préparer une deuxième phase où est-ce qu'on va aller faire la lutte sur ces sites-là. Donc, on va faire une petite cartographie des sites qui vont être affectés par la présence de renouée du Japon, puis on va aller sélectionner environ 8 à 10 sites où est-ce qu'on va aller faire une visite de caractérisation pour préparer un rapport de lutte par la suite. Donc, ce que vous pouvez faire pour nous aider à l'île d'Orléans, c'est de nous dire, en fait, quand vous voyez des colonies de renouée, que ce soit chez vous ou sur des sites publics, des milieux naturels, etc. Donc, vous pouvez aller les inscrire sur une application qui s'appelle iNaturalist. C'est aussi un site web, là, vous pouvez l'accéder par Internet. Ce site-là, c'est vraiment un site où est-ce que vous pouvez mettre des occurrences d'espèces de toutes sortes que vous voyez dans vos sorties. Puis nous, on va avoir un projet qui s'appelle Mon île sans renouée, où est-ce que vous pouvez aller vraiment mettre les occurrences de renouée du Japon précisément. Donc ici, on voit un petit peu la page web la page le iNaturalist de Mon île sans renouée. Donc on voit les inscriptions de renouée du Japon qui ont déjà été faites l'été dernier. Fait que, par exemple, on en a en milieu riverain, en milieu des bords de route, on a des haies, des gens, etc. On a à peu près 35 observations à date qui sont rentrées. Donc, quand vous rentrez quand vous identifiez la renouée du Japon comme ça va inscrire où est-ce que vous l'avez vue. Puis vous pouvez marquer un petit peu de détails. Puis nous, ensuite de ça, on va voir sur une carte, comme ici, où est-ce qu'il y a des occurrences de renouée du Japon. Fait que là, on voit que
sur la carte iNaturalist qu'il y a beaucoup d'occurrences dans le coin de Saint-Laurent, parce que c'est là qu'on a fait beaucoup la sensibilisation l'été passé. L'été prochain, on va aller vers Saint-François, puis vers les autres municipalités, Saint-Pierre et Saint-Jean. Puis, c'est ça, là, par exemple, on va pouvoir sensibiliser les gens à utiliser un naturaliste puis avoir des occurrences de renouée partout sur l'île. Donc, le but, ce serait vraiment de voir un petit peu un portrait de l'île d'Orléans et où se trouve la renouée sur l'île d'Orléans pour aller faire la lutte de façon plus ciblée. Aussi, il y a le gouvernement du Québec qui a un site qui s'appelle Sentinelle, qui est les occurrences d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire. Puis on va aller transférer nos données à Sentinelle pour qu'ils puissent être au courant également là, où est-ce que se trouve la renouée à l'île d'Orléans. Donc, pour nous aider pour passer à l'action dans le cadre de notre projet, vous pouvez aller voir notre site web qui comporte également beaucoup d'informations sur la lutte à la renouée. Donc, notre site af2r.org, la page de lutte à la renouée. Vous pouvez aussi nous aider, comme je viens de l'expliquer, à identifier les colonies de renouée du Japon sur l'application iNaturalist pour les gens qui vivent à l'île d'Orléans. Et si vous souhaitez en savoir plus ou participer à nos activités d'arrachage l'été prochain, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre et recevoir les informations ou nous suivre sur les réseaux sociaux, donc suivre la F2R sur nos réseaux sociaux. Les informations pour vous abonner à l'infolette vont être sur notre page web au site af2r.org. Donc, on avait plusieurs partenaires pour le projet, évidemment. Donc, on avait le plan d'action Saint-Laurent pour la protection des berges du Saint-Laurent et de sa biodiversité. On avait également le programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et le programme d'action d'interaction communautaire. Donc, tous des programmes qui visent à protéger la biodiversité du fleuve Saint-Laurent. Également plusieurs municipalités, des comités environnement et plusieurs autres partenaires. Donc, voilà, je serais prête à prendre vos questions. On a quelques minutes quand même pour nous. Donc, Marc-Pierre, je t'inviterai à nous rejoindre et à... Oui, Oui, bonjour Sarah. On n'a pas eu de questions encore dans le chat, dans la conversation. Donc, je vous ai réécrit un petit message. N'hésitez pas à les formuler, à les écrire, puis on va vous laisser 2 petites minutes si vous en avez. Sinon, en attendant, Sarah, j'avais peut-être une question qui pourrait intéresser les gens. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des permis qui pouvaient être nécessaires pour faire de l'arrachage ou de la lutte à la renouée. Est-ce que quelqu'un, sur sa propriété, sur le terrain de sa maison, est-ce que c'est nécessaire? ouais, c'est une excellente question. Ça va être nécessaire dans certains cas, par exemple en zone littorale. Donc, je sais qu'à l'île d'Orléans particulièrement, donc quand on fait du porte-à-porte, on voit beaucoup de propriétés qui sont sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Et la renouée qui aime ces types de milieux-là va se trouver parfois vraiment en zone littorale. Donc, parfois, c'est pas tout à fait de chez eux. Parfois, c'est plus sur le littoral. Mais il aimerait quand même faire la lutte. Donc, je me suis souvent fait poser cette question-là. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir des permis de la municipalité. Donc, s'informer à la municipalité, en fait, je pense que ce serait la première étape et ça va prendre des permis pour ces cas-là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève sa main, euh, mais je ne sais pas, on ne peut pas les entendre, donc si. Donc, peut-être poser vos questions dans le chat si c'est possible. Sinon, en attendant, j'avais une autre petite question. Euh, pour les très, très grosses colonies, tu sais, plusieurs mètres carrés de colonies, est-ce que c'est impossible de l'éradiquer ou se débarrasser de la renouée ou c'est quand même possible? Ouais, les tailles de colonies peuvent varier et c'est certain que ça va jouer dans notre décision de la façon dont on va aller faire la lutte. Et ici, on va aller faire la lutte. Par exemple, je sais qu'à l'île d'Orléans, il y a des très grosses terres, des terres agricoles qui peuvent avoir des très grosses colonies de renouée. C'est possible, c'est toujours possible d'aller faire la lutte. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait la lutte à la renouée dans des très, très grandes surfaces, par de kilomètres carrés. Par contre, ça va probablement coûter plus cher. Souvent, on va utiliser le bâchage dans ces moments-là parce que l'arrachage manuel répété va être beaucoup trop prenant en temps. Fait qu'on peut aller installer une bâche qui va être de très grande taille, puis qui va être juste l'entretien de la bâche. Mais ça va être plus coûteux, évidemment, là, dans ces cas-là. Mais c'est possible, puis il peut avoir des résultats quand même intéressants quand même.
Ça, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, mais vous pouvez parler dans le chat pour poser vos questions. Sinon, je crois que, je ne sais pas si tu l'as mentionné, là, peut-être que oui, mais je m'en suis pas rendu compte. Sur notre page web aussi du projet, là, f2a.rg, /renouer, il y a aussi un formulaire si vous voulez soumettre votre terrain pour des actions de lutte dans le cadre du projet. Donc, c'est une deuxième phase de notre projet, c'est d'aller lutter à des endroits sur l'île d'Orléans. Donc, si jamais vous demeurez sur l'île d'Orléans, que vous avez identifié la renouée sur votre terrain, vous pouvez le soumettre. C'est sûr qu'on ne le fera pas chez tout le monde qui soumet son terrain, mais nous, on va vérifier ensuite là, si cette colonie-là pourrait faire partie de notre seconde phase du projet. Peut-être compléter, Sarah, là, peut-être que je me suis mal exprimée, là. Non, mais c'est correct, c'était la partie là, étude avant-projet qu'on parlait tout à l'heure, mais effectivement, on a un formulaire même là, pour que, pas juste vous pouvez passer par la naturaliste, mais vous pouvez aussi passer par le formulaire pour vraiment soumettre votre propriété. Par le formulaire, c'est vraiment si c'est votre propriété à vous, donc votre terrain, votre lot. Pour un naturaliste, ça peut être n'importe quelle observation de renouée que vous faites à l'île d'Orléans. Je vois que je peux faire Allo to Talk, like, faire parler les gens, donc je vais peut-être commencer avec Bruce, que je vois avait la main levée. Je crois qu'on ne t'entend pas, Bruce. Est-ce que vous avez un micro que vous pouvez activer? Je vais essayer Catherine. On va peut-être revenir, Bruce, voir si ça fonctionne. Faire un petit test avec Catherine. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Catherine. OK. En fait, ce que je voulais dire, c'est ça, la conversation est désactivée. Donc, personne ne peut écrire de questions. OK, Merci pour la merci. présentation. C'était vraiment intéressant. Nous, à mon chalet en Mauricie, justement, on a commencé à combattre une colonie de renouée du Japon. Puis nous, notre méthode, ben, pour l'instant, c'était arrachage, mais entre autres, on voudrait combiner ça à bâchage. Ouais, c'est ça, je me demandais dans le fond, quel permis, parce que je ne sais pas si tu en connais plus sur les permis avec le ministère de l'Environnement. Là, si c'est question, je pense, de superficie, puis si on n'est pas en milieu humide, à ce moment-là, je crois qu'on peut le faire sans demander de permis. Effectivement, c'est vraiment les milieux humides, ça va demander des permis, puis il y a des questions de superficie, puis quel type de lutte on va faire. Par exemple, une bâche, ça va être une superficie différente qui va demander un permis que de l'arrachage manuel, par exemple. OK, la bâche, elle va toujours demander un permis, quel que En soit milieu le humide, type oui. de milieu. En milieu humide, OK. En milieu humide, je crois, seulement. OK. Comme nous, vu qu'on était en littoral, il fallait demander un permis au ministère de l'Environnement, lutte au changement climatique, si on faisait du bâchage. Mais par arrachage manuel répété, on n'avait pas besoin de permis à ce moment-là parce qu'on faisait une très petite superficie. Donc, il y avait aussi une question de taille de la superficie de la lutte. Oui, il me semble que c'est 75 mètres carrés, en Ouais. tout cas. Quelque chose comme ça, oui. OK, j'ai ça en tête. Puis j'avais une petite remarque sur, mais c'est vraiment, vraiment pointu, là. Quand vous dites au début les problèmes que ça génère, la renouée, il me semble que c'est ça, ça donne l'impression qu'elle va aller occuper, puis je me souviens plus le terme exact que vous avez utilisé là, dans les thématiques, mais un milieu qui n'est pas déjà utilisé par les plantes ou les arbustes, comme si elle envahissait un milieu qui est exempt de plantes. Alors que souvent, c'est ça, c'est qu'elle va, en envahissant, tuer. Donc, en tout cas, c'est juste une question de formulation, là où il y a l'impact aussi sur les animaux. Mais le premier,
J'avais l'impression comme si elle prenait la place, mais une place qui était vide avant. Je sais Hmm. pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ben, c'est possible si c'est des milieux perturbés, mais effectivement, elle est capable d'aller prendre d'assaut d'autres plantes, Oui. des milieux Ben, en fait, déjà occupés, ouais. c'est ça, en fait, ce que je veux dire plutôt dans ma remarque, c'est que ça serait bon qu'on le sente dans votre premier élément et Mhm. non pas que ça a l'air qu'elle fait juste envahir un milieu où il n'y avait pas déjà d'autres plantes. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, en tout cas, Ouais, je c'est juste une comprends. petite remarque comme ça, mais sinon, c'est vraiment intéressant. Puis je peux laisser, c'est ça, la place à d'autres. Je te remercie. Parfait, merci Catherine. Donc, désolée pour la problématique. Donc, finalement, je vois que le chat ne fonctionne pas, mais que je peux vous mettre en audio. Donc, on va fonctionner comme ça. Si vous avez des questions, levez la main. Je vais réessayer, Bruce. On va voir si le micro fonctionne. OK. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour, c'est très intéressant. Moi, j'ai un voisin pas trop loin. On est sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. J'ai un voisin pas trop loin qui a eu vraiment un problème, un gros problème. Il a perdu plusieurs mètres de profondeur puisque le renoué élimine toute compétition. Donc, les berges se sont toutes faites rincer. Le sable est tout parti. Et là, il y a eu une intervention de machinerie, etc., pour rebâtir et planter d'autres espèces. Je lui souhaite bonne chance, mais j'ai un voisin immédiat ici qui essaie de le faire avec des bâches, mais je vois pas le succès à date. Ça fait 2 ans et ça commence à passer par rhizome en dessous des arbres et partout et ça commence à sortir chez nous. Donc, ça va être un problème hérité chez nous. C'est pas facile. Ouais, effectivement. Merci, Bruce. Quand je faisais mon porte-à-porte, bon, on fait le porte-à-porte à l'île d'Orléans, puis on voit beaucoup de problématiques entre voisins, malheureusement, parce que justement, il y en a qui l'avaient même par haie, tu sais, c'était volontaire, puis là, ça se dépasse chez le voisin. Donc, c'est pas facile, puis il faut que le voisin s'accorde à faire la lutte. Dans votre cas, même la lutte fonctionne pas. Donc, c'est très difficile. Sur les berges, la lutte est très difficile parce que mettre une bâche, c'est pas facile de mettre une bâche dans une berge. La rivière Jacques-Cartier, là, il y a plein d'autres plantes. Donc, c'est pas évident. Et effectivement, le succès est pas toujours facile à avoir. Pour les berges, par contre, c'est vraiment important de faire attention puis de faire de la lutte euh, parce que c'est tellement, ça se propage tellement par les rivières. Tu sais, ça prend juste quelques petits bouts qui tombent dans l'eau puis qui va aller plus en aval puis coloniser des nouveaux milieux. Malheureusement, ça, c'est un problème. Euh, donc, c'est des milieux qui sont particulièrement importants là, pour la lutte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous pouvez lever la main, là, puis on va vous donner le droit de parole. Je vois Simon Prou, donc vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Je me demandais s'il y avait des phytocides qui avaient été autorisés pour la lutte à la renouée. Il y avait le Roundup qui était utilisé jusqu'à quand même très récemment. Aux dernières nouvelles, ça s'en venait plus légal d'utiliser le Roundup. Mais c'est très récent. Là, j'ai entendu ça à une conférence il y a comme 2 mois. Mais c'était utilisé, c'était quand même efficace le Roundup. Tout dépendant comment qu'on le met. Il y a des gens qui l'inséraient avec une seringue dans la tige. Et là, il y avait quelques résultats. Mais c'est pas à coup sûr là, que ça fonctionne. OK. Donc, ça prenait probablement plusieurs applications là, Oui, pour réussir. plusieurs applications, puis ça prenait beaucoup de travail. C'était quand même prenant aussi en temps. Puis là, c'est ça, ce que je sache, ça s'en viendrait peut-être plus légal, là. C'est tout nouveau, là. Mais voilà, je sais pas, Catherine, si tu veux réagir à ça ou si tu avais encore la main levée de ta dernière intervention. Ah, je pensais de ma dernière, je ne vois pas comment baisser la main. Je Ah, c'est pas m'excuse, grave. non, non, moi, mon ministère, c'est ça, c'est pas le ministère de l'Environnement. Donc, non, Ouais, je sais pas à ce niveau-là. Mhm. Merci. Parfait. C'est sûr que nous, on parle pas beaucoup de l'application de pesticides parce que c'est une formule qui a tendance à aller affecter d'autres aspects de l'environnement. Donc, c'est pas une formule qu'on priorise. C'est toujours un débat. Est-ce que l'application de pesticides pour aller lutter contre une plante envahissante a quand même des bienfaits au final sur l'environnement? Mais nous, on la priorise pas comme méthode.
Je laisserai la parole à Eugène à mon tour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Deux questions. En fait, la première, c'est comme on a de la contamination, j'appelle ça comme ça, dans des lieux pratiquement forestiers, euh, est-ce qu'il y a des plantes compétitives qui commencent à être trouvées? Pas pour après l'arrachage, là, mais pour essayer de bloquer l'expansion de la renouée. Je ne connais pas de plantes qui sont capables de bloquer l'expansion de la renouée. C'est capable de prendre d'assaut, puis là, Catherine elle l'a mentionné, c'est vraiment important de comprendre qu'ils sont capables de remplacer les autres plantes, ils sont capables d'aller les déloger, ils vont vraiment se propager, puis aller prendre la place des autres. Je connais pas vraiment des plantes qui sont capables d'arrêter l'expansion de la renouée. C'est plus parfois des milieux, des infrastructures ou des sols, des types de sols qui vont parfois faire en sorte que la renouée va arrêter de se propager. Mais au niveau des plantes, malheureusement, je connais pas de plantes qui sont capables de faire ça. Probablement, s'il y a des arbres, s'il y a beaucoup d'arbres en milieu forestier, ça va créer un certain blocage. L'ombre aussi en milieu forestier, comme je le disais, ça fait en sorte que la renouée pousse moins densément s'il y a beaucoup d'ombrage. Donc, tout ce qui crée de l'ombrage va aller diminuer les chances de la renouée d'avoir du succès. Mais au niveau de la compétition du sol, tout ça, c'est pas. Je connais pas de plantes qui sont capables de compétitionner. OK, merci. Je laisserai la parole à Minley. Oui, c'est juste pour vous donner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est juste pour donner une précision par rapport au Roundup. Son utilisation est légale. C'était qu'auparavant, c'était subventionné en forêt privée. Puis à partir du milieu des années 90, ça a arrêté d'être subventionné. En forêt publique, c'est pas légal, mais en forêt privée, ça l'est. Donc, c'était juste pour vous donner ce point d'information. Merci beaucoup. Je laisserai la parole à Sylvie Leduc. Allô? Oui. Oui, mais j'avais pas entendu que c'était à mon tour, merci. C'est ça, je me demandais, parce que là, vous aviez parlé de plusieurs sessions d'arrachage dans l'année, et je me demandais si un arrachage en juin et un autre mettons, en septembre ou un peu plus tard, ça suffirait. Mais le but, c'est toujours de vraiment affaiblir les rhizomes, c'est de faire en Ouais. sorte que les rhizomes ne prennent pas de la force. Parce qu'on voyait, là, les rhizomes sont assez gros, c'est des grosses tiges. Plus qu'on attend, plus qu'ils sont capables de se refaire. Fait que si on ne veut pas que l'arrachage soit fait inutilement, il faut entretenir comme l'affaiblissement des racines, l'affaiblissement du plant. Puis ensuite de ça, c'est aussi beaucoup de temps parce que, comme je le mentionnais, la première session d'arrachage, c'est la pire. C'est là qu'on a des gros rhizomes, c'est là qu'on a des grosses tiges, des plants qui sont très, très hauts, 2-3 mètres de hauteur. Donc, c'est beaucoup de gestion. Tandis que si on le fait fréquemment, on va avoir des tout petits plants d'une dizaine de centimètres de hauteur, des tout petites tiges, puis on va avoir beaucoup moins de racines, beaucoup moins de rhizomes. Fait que ça va être plus facile, en fait, de le faire souvent que de le faire 2 fois dans l'année, mais des grosses sessions. Ok, Et ça va être plus efficace. d'accord, merci. Donc, je crois qu'on n'avait plus de questions, puis il est rendu 13 heures. Donc, je crois que je conclurai ce webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et de vouloir vous informer sur la renouée du Japon. C'est vraiment tous ensemble qu'on peut lutter contre les plantes exotiques envahissantes parce que c'est trop de travail pour les organismes, pour le ministère de faire ça tout seul. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir de l'intérêt envers cette problématique-là. Si vous êtes intéressé par nos activités puis nos outils qu'on offre, allez visiter notre site web. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre, à nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant. Puis si vous avez de la renouée chez vous ou que vous envoyez à l'île d'Orléans, n'hésitez pas à la mentionner sur iNaturalist ou par notre formulaire sur notre site web. Donc sur ça, je vais vous souhaiter un bel après-midi.
Merci.